Michel Onfray, le philosophe, écrivain et essayiste français, a toujours cultivé une image de pensée libre, parfois controversée, et d'indépendance intellectuelle. Mais à 65 ans, il a brisé ce masque de l'intellectuel solitaire et a avoué dans une interview révélatrice « C'est l'amour de ma vie ». Cette confession, qui a surpris beaucoup de ses admirateurs, vient redéfinir une part de sa personnalité jusque-là enfouie sous les couches de ses réflexions sur la liberté, la morale et l'existence humaine. Au fil de ses écrits, Onfray n'a jamais caché son cynisme envers certaines formes de sentimentalisme et ses critiques sur la société, ses mœurs et ses institutions. Cependant, cette déclaration a suscité une multitude de questionnements, tant elle venait à contredire l'image du philosophe insaisissable et éloigné des émotions que l'on avait souvent de lui. En avouant que l'amour était une véritable force qui avait marqué sa vie, il a non seulement renversé une partie de son propre discours, mais il a aussi offert à ses lecteurs et à ses interlocuteurs un aspect plus humain et vulnérable de sa personne. L'amour dont parle Michel Onfray, ce n'est pas un amour éphémère, mais une passion profonde, enracinée dans une rencontre véritable et bouleversante. Il a précisé que cet amour n'était pas qu'une simple affinité sentimentale, mais une véritable rencontre de deux âmes, une expérience transcendante qui allait au-delà des limites du corps et du temps. Une rencontre où l'on se découvre non pas par le prisme des conventions sociales, mais par la vérité intime de l'autre. Cette confession a choqué ceux qui pensaient que l'auteur de Le désert des Tartares et La puissance du négatif ne laisserait jamais place à une forme d'affectivité aussi sincère. En effet, Michel Onfray a toujours eu l'habitude de mettre en avant des valeurs comme la révolte, la lutte contre les idéologies établies, et un matérialisme qui exclut souvent la notion de spiritualité. Pourtant, il semble que l'amour ait été pour lui une forme de vérité ultime, un chemin vers une connaissance plus intime de soi et de l'autre. À 65 ans, Onfray semble avoir trouvé une certaine forme de paix intérieure, de sérénité. Peut-être est-ce l'âge de la maturité, où l'on prend conscience que les choses les plus simples sont aussi les plus essentielles. Cette reconnaissance tardive de l'amour comme un moteur fondamental de la vie n'est pas sans rappeler d'autres grandes figures philosophiques qui, dans leurs derniers écrits, ont accordé une place plus grande à l'émotion, au ressenti et à la beauté du monde. Onfray, longtemps perçu comme l'intellectuel qui s'opposait à la vague de sentimentalisme qui envahit la société, semble avoir enfin accepté cette facette de la condition humaine qu'il avait peut-être déniée jusque-là. Au-delà de sa déclaration personnelle, cette prise de position témoigne aussi d'une évolution dans sa pensée, comme si l'expérience de la vie l'avait amené à remettre en question certains de ses dogmes philosophiques. L'amour, dans ce contexte, ne devient pas un aspect secondaire de la vie humaine, mais une source de connaissance, une force qui, comme la philosophie, nous pousse à nous questionner sur notre place dans l'univers. Michel Onfray nous invite ainsi à voir l'amour non pas comme une faiblesse ou une distraction, mais comme un moyen d'accéder à une vérité plus profonde de notre existence. Son parcours de vie a, sans doute, été marqué par des moments de solitude, de doute, mais aussi de rencontres fortes. Cette confession sur l'amour pourrait donc être interprétée comme un retour à soi, une quête du sens qui ne passe pas seulement par la raison ou la logique, mais par l'émotion pure, la relation authentique entre deux êtres humains. Ce chemin vers l'amour est une forme de réconciliation avec soi-même, une ouverture à ce que l'on ne contrôle pas et qui dépasse parfois nos plus grandes réflexions intellectuelles. En fin de compte, cette révélation est une invitation à repenser l'idée même de la philosophie, non seulement comme une discipline rationnelle, mais comme un art de vivre qui englobe toutes les dimensions de l'existence humaine. L'amour de Michel Onfray, l'amour de sa vie, n'est pas simplement une anecdote personnelle, mais un moment clé dans le parcours d'un philosophe qui, à un âge avancé, accepte d'embrasser une partie de son être qu'il avait longtemps tenu à distance. C'est peut-être cela, en fin de compte, l'une des plus grandes leçons de sa vie et de sa carrière, accepter de vivre pleinement, au-delà des théories et des conceptions préétablies. Michel Onfray a partagé ses expériences traumatisantes d'enfance. Né dans une famille pauvre de la campagne, il a dû faire face à la privation matérielle et affective. Ses parents avaient un mariage malheureux et il ressentait une certaine froideur et un manque d'amour dans la famille. Tout au long de ses années de croissance, Onfray s'est senti isolé, manquant de soins et d'attention appropriés. Cette profonde tristesse a influencé sa façon de voir la vie et a façonné sa pensée philosophique ultérieure. Il attribue à ses souffrances durant son enfance le mérite de l'avoir aidé à comprendre la valeur de la liberté personnelle et de l'indépendance. Ces expériences n'étaient pas seulement de tristes souvenirs, mais aussi une source d'inspiration pour lui permettant de construire une perspective indépendante et forte sur la vie, non influencée par les normes sociales ou religieuses. Dans une récente interview, Onfray a finalement admis avec émotion et honnêteté que « c'est l'amour de ma vie ». Ce n'était pas seulement une confession d'amour véritable, mais un aveu de choses qu'il ne pouvait pas garder pour lui pour le reste de sa vie.
Cet aveu est à la fois une libération, mais aussi un partage de l'inévitable tristesse d'un homme confronté à des problèmes de santé. Tout au long de sa longue quête philosophique, Onfray a toujours été un défenseur de la raison et du pouvoir de l'individu. Mais à 65 ans, alors qu'il ne pouvait plus maintenir sa santé comme avant, la tristesse à propos de son corps semblait prendre le dessus sur tout. Michel Onfray a parlé de sa santé avec une profonde sincérité et une tristesse indescriptible. La douleur, la fatigue et la faiblesse de son corps ont commencé à se manifester plus clairement, le forçant à faire face à la réalité qu'il ne pouvait plus continuer son voyage avec ses anciennes ambitions et désirs. Son cœur ne battait plus comme avant, ses mains n'avaient plus la force d'écrire les livres et les théories qu'il avait toujours voulu partager avec le monde. Les pensées de la mort, du manque de sens de la vie au milieu d'une santé défaillante, ont forcé Onfray à tout repenser. Cependant, ce qui est spécial, c'est que même si sa santé s'est détériorée, son amour et ses émotions n'ont pas faibli. La confession, il est l'amour de ma vie, reflète non seulement une vérité émotionnelle personnelle mais aussi une acceptation de soi, des limites que l'humain ne peut surmonter. C'était peut-être une façon pour Onfray de trouver du réconfort dans ces dernières années, lorsque sa santé ne lui permettait plus de vivre comme il l'avait espéré. Cet amour, qu'il s'agisse d'une personne ou de quelque chose d'abstrait, est devenu la seule lumière qui l'a aidé à surmonter l'obscurité de la tristesse concernant sa santé. La profonde tristesse qu'éprouvait Onfray n'était pas seulement une douleur physique, mais aussi une tristesse à propos de choses qui ne pouvaient pas être faites dans la vie, de rêves qui ne s'étaient pas réalisés. Mais dans les moments calmes de sa vie, il a trouvé la paix en admettant que l'amour, bien que tardif, était toujours la force motrice la plus forte de sa vie. Avec l'aveu ému de Michel Onfray, à l'âge de 65 ans, lorsqu'il a publiquement reconnu un amour profond et intense dans sa vie, les fans ont été surpris et émus. Bien qu'il soit un philosophe réputé aux opinions acerbes et parfois controversées, Michel Onfray a exprimé une profonde tristesse à propos de sa carrière en parlant de celle qu'il appelait « l'amour de sa vie ». Cette déclaration n'était pas seulement une confession normale, mais contenait également des regrets pour les moments passés, les vies différentes qu'il n'avait pas pu vivre à cause de sa passion et de son dévouement à la philosophie. À un âge où beaucoup de gens commencent à réfléchir au passé, Michel Onfray déplore les relations qu'il n'a pas pu entretenir parce que son travail et sa carrière l'ont trop éloigné de ses rêves individuels. Les amours allaient et venaient dans sa vie, mais il semblait que l'amour de ma vie ne pouvait pas être pleinement atteint à cause des sacrifices qu'il avait dû faire pour la philosophie et l'art de penser. La carrière d'Onfray, malgré ses nombreux succès, ne fut pas sans problème. Bien que ses philosophies aient changé la façon dont de nombreuses générations perçoivent la vie, il a lui-même admis que parfois, la vraie valeur de la vie ne réside pas dans les œuvres exceptionnelles ou la gloire, mais dans l'amour. L'amour, la relation sincère qui lui manquait. Le sentiment douloureux d'un homme qui a traversé de nombreux hauts et bas, réalisant enfin que le véritable amour est quelque chose d'indispensable dans la vie, peu importe à quel point chaque carrière semble parfaite. Manager et en tant que chef d'établissement par exemple, faire sens, ça n'est pas uniquement rappeler des grands principes au nom desquels on instruit la nation, mais c'est aussi faire appel à des formes de justification alternatives, variées. Il y a des gens qui vont trouver leur intérêt dans une nouveauté, dans un nouveau principe, dans une règle, parce qu'ils vont y voir des modalités d'apprentissage, parce qu'ils vont y trouver des bénéfices autour de leurs propres intérêts personnels. Bref, il faut trouver ce moyen de négocier des choses sans perdre de vue des grands principes, parce qu'on est là pour les faire appliquer, une question de statut. Et puis aussi, ne pas être dupe du fait que derrière ces grands principes et derrière la mise en œuvre possible, il y a aussi des intérêts personnels. Et c'est autour des intérêts personnels qu'on peut quand même trouver des marges de négociation. Et sur la manière de gérer le conflit, là vous m'avez parlé des principes, mais sur la manière de gérer le conflit. Alors, sur le repérage des causes des conflits, vraiment le sujet c'est de ne pas confondre ce qui relève des idées personnelles et des positions. Le conflit qui apparaît dans les organisations, c'est accessoirement des conflits d'idéologie, de croyances, et beaucoup plus des conflits de position. Alors des positions avec un P majuscule, donc de statut, je suis le chef et je dois faire passer des directives, ou des positions avec un P plus minuscule, c'est-à-dire des intérêts personnels. Mais ne pas confondre, encore une fois, faire sens au sens d'avoir un talent de manager qui explique les choses et qui les rend limpides, avec le décodage des intérêts personnels et des positions et des statuts des uns et des autres. Ça, c'est important de poser l'explication et la lecture du conflit au niveau où il se pose. C'est vraiment des conflits de personnes, c'est des conflits de statut et des conflits de position. Alors, le grand principe qu'on peut essayer d'utiliser, qui est utilisé dans
beaucoup de travaux autour de la communication, c'est ce qu'on appelle l'assertivité. L'assertivité, c'est une règle de comportement qui implique 3 grands principes: ni agresser, ni se soumettre, ni manipuler. Donc, quand je suis en train d'expliquer quelque chose à quelqu'un, quand j'essaie de faire sens face à cette personne, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'agresse au sens où je lui impose ma doctrine à moi? Donc, si je lui dis tu n'es pas content, mais tu feras quand même, ça c'est de l'agression. C'est pas une très bonne démarche parce qu'en effet, ça crée du ressentiment, c'est ce qu'on a dit plus tôt. Est-ce que je me soumets? Je lui dis écoute, tu as bien raison, et je vais me débrouiller pour pas te déranger. Ça, c'est se soumettre, ça va pas non plus. Et puis, troisième possibilité, est-ce que je le manipule? Donc, est-ce que je lui fais croire que demain, ça sera beaucoup mieux et qu'il faut d'abord qu'il avale son pain noir, par exemple, et que l'année prochaine, ça va être génial. Voilà. Donc, est-ce que je fais ça? Si je fais ces 3 choses-là, je ne suis pas dans l'assertivité. Si au contraire, je trouve une façon de m'exprimer qui positionne chacun dans son rôle, dans son statut, un chef d'établissement, il a des missions et des responsabilités qui sont un peu autres que celles du prof de lettres, par exemple. Et donc, si chacun parle du point de vue de son statut et assume son statut, assume que ce décalage de statut donne à chacun des responsabilités différentes, un point de vue différent, mais